Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les grandes rencontres de Melkor 75, une nouvelle émission qui vous est proposée par Looking for Rugby. En fait c'est moi, Melkor 75, voilà, c'est pour le dire. Voilà. C'est dans le Silmarillion, non? Tu l'as lu? Lu quoi? Dans cette émission, nous reviendrons sur des rencontres passées dans l'histoire de ce sport, dans la légende du rugby, et ce, quelles qu'en soient les raisons. Attention, il s'agit ici d'une présentation et non d'une grande expertise. Il y a des tas de livres qui servent à ça, qui sont souvent très bien écrits d'ailleurs. Et pour cette première émission, on commence par du très lourd, excusez du peu, Nouvelle-Zélande-France 2007, le fameux quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Je sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, dans mon entourage, tout le monde se souvient de ce match. Tout le monde se souvient où il était le soir de ce match, ce samedi soir, ce samedi 6 octobre 2007. Tout le monde s'en souvient, c'est vraiment resté dans la mémoire collective. Est-ce que c'est vraiment mérité? Ça, c'est une autre histoire. Bah en fait, c'est très simple. Amis ignorants et néophytes que vous êtes, je m'en vais éclairer votre lanterne. Parlons donc de ce fameux match, à commencer par son contexte, bien sûr. La Coupe du Monde de rugby est le dernier trophée qui reste à conquérir pour le rugby français. Depuis deux échecs en finale, notamment en 1987 contre la Nouvelle-Zélande et en 1999 contre l'équipe d'Australie, les Wallabies, qui sont devenus à cette occasion première nation à devenir double champion du monde, cela vire carrément à l'obsession pour le rugby français. Il faut absolument conquérir ce trophée Webb Ellis, mais seulement, jusqu'ici, le succès n'a pas été au rendez-vous. Pour cette Coupe du Monde, où elle évoluera à domicile, l'équipe de France est donnée favorite. Cela ne l'empêche pas d'être critiquée tant par le public que par les médias spécialisés. À cette époque, l'équipe de France est entraînée par Bernard Laporte depuis l'an 2000 à peu près. Auparavant entraîneur du Stade français et joueur de Bègle notamment, la fameuse tortue béglaise, tout le monde a des souvenirs de cela. Son bilan, eh bien, 4 victoires dans le tournoi des 6 nations, dont 2 grands chelems en 2002 et en 2004. Et aussi on peut ajouter des succès de prestige en Angleterre et en Afrique du Sud. L'année 2006, dans sa tournée de novembre, donc à un an de la Coupe du Monde de rugby qu'elle organise chez elle, l'équipe de France est sévèrement battue 2 fois à Saint-Denis, au Stade de France, ainsi qu'à Gerland, à Lyon, par les All Blacks. Et cela remet en cause beaucoup de choses. C'est vraiment un virage très délicat à négocier pour l'équipe de France à ce moment-là. Vraiment là, c'est vraiment quelque chose une phase compliquée pour l'équipe de France qui prend 2 déroutes totales à Lyon notamment, où ils prennent plus de 40 points si j'ai bonne mémoire. En 2007, la France est en tournée en Nouvelle-Zélande. Les demi-finalistes et finalistes du championnat de France, le top 14, ne sont pas là. Il n'y a ni Toulousain, ni Parisien, ni Clermontois, ni Biarrot. Alors comme ça, c'est réglé. Il n'y a que des joueurs, des jeunes joueurs pour la plupart, ou d'anciens internationaux qui font cette tournée. Et ça ne se passe pas super bien, puisqu'il y a 2 énormes défaites à la clé. La Nouvelle-Zélande écrase complètement le 15 tricolore. Par contre, émerge déjà un phénomène, le phénomène Chabal. Ce phénomène qui est permis notamment parce que c'est le début du partage de vidéos en ligne. Vous savez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? L'équipe de France va bénéficier de 3 mois de préparation physique, tactique, technique, tous les mots en hic que vous voulez. Voilà, des stages, de la muscu, du physique, du collectif, du rugby et 2 matchs de préparation, l'un au Vélodrome à Marseille et l'autre à Twickenham, contre l'équipe d'Angleterre qui, rappelons-le, était championne du monde, devenue championne du monde en 2003. Donc en 2007, l'équipe d'Angleterre remet son titre en jeu. C'est donc contre cette équipe que l'équipe de France va s'étalonner et remporter d'ailleurs 2 victoires. Quant aux Néo-Zélandais, ils sont favoris aussi. Ça, c'est pas vraiment étonnant. Comme d'hab. Leur malédiction, ainsi qu'on l'a dénommé à l'époque, se répétait quand même souvent, puisque depuis l'épreuve initiale en 1987, les All Blacks n'ont plus jamais remporté la Coupe du Monde. Il y a chaque fois eu un accro, généralement en demi-finale, voire en finale en 95. Ceux qui ont vu Invictus ou ceux qui ont un petit peu de culture savent de quoi je parle. En 2007, c'est donc la 6e Coupe du Monde qui se déroule en France. Elle commence le 7 septembre et se termine le 20 octobre par la grande finale. Le 7 septembre, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est donc France-Argentine. Et là, patatras, c'est une défaite, avec bonus défensif tout de même, mais une défaite. Les médias ne sont pas tendres avec l'équipe, de même que le public. A raison. C'est bien simple, il faut tout revoir, tout est à revoir. Des joueurs comme Mignoni,
Scrella, Rougerie et Dominici, des cadres habituels de l'équipe, sont pointés du doigt et sont en danger. Après l'Argentine, la France affrontera successivement la Namibie, l'Irlande et la Géorgie, ce qui lui permettra de se qualifier en finissant second du groupe D derrière l'Argentine. L'Argentine affrontera l'Écosse au Stade de France et se qualifiera sans trop de difficultés pour les demi-finales. Pour la France, par contre, c'est une toute autre histoire. Ah oui, pendant ce temps, la Chabalmania, ça se continue, quoi. Ça suit son cours, ça marche bien même. La Nouvelle-Zélande est dans la poule C avec l'Écosse, l'Italie, la Roumanie et le Portugal. Ça va être très facile pour elle, ça va vraiment être une promenade de santé, il n'y aura aucun souci. La Roumanie va même prendre 11 essais, c'est quelque chose d'hallucinant, quoi. Des non-matchs. Les Italiens feront même l'impasse sur ce match, tellement c'est impossible, ils mettront leur remplaçant pour jouer. Les All Blacks vont finir premier de leur groupe très facilement. Facile. Sans réellement avoir rencontré d'opposition sérieuse et sans avoir été totalement testés. Ils affronteront donc les seconds de la poule D, ce sera la France. Le quart de finale opposera donc la Nouvelle-Zélande à la France, qui joue à domicile à Cardiff. Attends, mec. Je suis peut-être pas très bon en géo, mais Cardiff, c'est pas en France. Enfin, je crois. Et non, pas en France. Pour obtenir l'organisation du mondial 1999, le Pays de Galles a décidé d'externaliser certaines rencontres, notamment de matchs de poule, dans d'autres pays. Irlande, Écosse et France, entre autres. Pourquoi? Déjà, pour réduire les coûts d'organisation à son niveau, mais aussi pour obtenir les voix des pays précédemment mentionnés au board, pour obtenir cette organisation de la Coupe du Monde, qui permettra d'ailleurs la construction du Millennium Stadium de Cardiff, dans lequel se déroulera la finale, ainsi que le match inaugural, mais peu importe. Le vote a eu lieu, les Gallois ont gagné, et donc, pour l'organisation de France 2007, il y a un renvoi d'ascenseur, en quelque sorte. C'est donc pour ça que les Bleus vont jouer leur quart de finale à domicile au Royaume-Uni. CQFD. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est n'importe quoi, c'est tout. C'est n'importe quoi. Bon. En ce qui concerne les compositions, du côté des All Blacks, on garde quand même le souvenir de la Coupe du Monde 1999 et de son élimination précoce en demi-finale. Demi-finale pendant laquelle le sélectionneur avait cru bon de faire tourner son effectif. Avec les conséquences que l'on connaît. Ouais, le mec il joue une demi-finale mais il fait tourner, quoi. Ouais, bien sûr. Graham Henry a donc décidé de titulariser ses cadres habituels. Dan Carter, Richie McCaw, les flèches Sivivatu et Roko Soko sur les ailes. Vraiment une équipe extrêmement solide. Ouais, Graham Henry, tout le monde le prend pour un génie, mais bon, quand il était sélectionneur du Pays de Galles, il n'a pas voulu lancer Shane Williams, comme quoi il n'était pas assez physique, quoi. Ouais, Shane Williams, quoi, meilleur marqueur d'essai de l'histoire du rugby gallois. Rien que ça. Mais bon, tout le monde fait des erreurs, faut croire. Ce sont tous de très bons joueurs et des références internationales à leur poste. Mais la formation néo-zélandaise compte aussi des joueurs que d'aucuns considèrent comme plus moyens, comme McDonald, qui n'est quand même pas très fameux au poste d'arrière, et aussi Mills Moliena, qui est plutôt bon à l'arrière, mais qui là va être titularisé au centre. Allez savoir pourquoi. Ah mais aussi, Graham Henry, il a pas pris Mahanonou en fait. Le mec, il a Mahanonou, il le prend pas. Encore un mystère. Pauvre garçon. En ce qui concerne la France, après la bévue inaugurale contre l'Argentine, Bernard Laporte a revu tous ses plans. Exit donc les Mignoni, les Scrella et autres rougeries, et bienvenue au Elisald, Boxis et consorts. Outre une entreprise de démystification de l'adversaire qu'il martèlera à corps et à cri pendant toute la préparation du match, Bernard Laporte va également changer son fusil d'épaule. Et ce, dès le coup de sifflet du match inaugural. Parce que ouais, dès la Namibie, c'est plus le même esprit, c'est plus trop pareil. Avec l'Irlande, il confirme ça, et c'est toujours la même chose avec la Géorgie. Donc là, il a vraiment décidé de changer les choses. La stratégie des Bleus repose donc sur une grosse occupation du terrain adverse au pied. D'où la titularisation de Boxis préféré à Michalak qui sera remplaçant et à Scrella qui sera dans les tribunes, qui possède un jeu au pied extrêmement long et extrêmement précis. C'est un jeune joueur, il a la vingtaine, tout juste. Il a été champion du monde des moins de 20 ans l'année précédente en 2006, Coupe du monde qui a eu lieu en France. Il était à cette occasion associé à Sébastien Tillousbord, l'actuel demi-mêlée du rugby club toulonnais. Ouais, il a vraiment un coup de pied de mammouth, le garçon, ça envoie quoi.
D'où aussi le polyvalent Damien Traille, chargé avec Lionel Boxis de renvoyer les Néo-Zélandais dans leur camp. Si possible en envoyant le ballon dans les tribunes pour éviter qu'ils jouent vite, quoi. Parce que sinon là, dès qu'ils jouent vite les Néo-Zélandais, c'est même plus la peine, quoi. Autant rentrer chez soi, terminé, quoi. Pour le reste, et en particulier chez les avants, c'est du grand classique. Les cadres habituels sont là. Raphaël Ibanez au talonnage, c'est l'un des derniers qui lance encore la ballon à une main en touche. C'est le seul, il n'y a plus que lui à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est le dernier des Mohicans du lancer à une main. Fabien Pelouse et aussi Jérôme Thion, la machine, en deuxième ligne. Troisième ligne centre, un cadre vraiment des années Laporte et qui sera confirmé ensuite par Marc Lévremont, c'est Julien Bonner, vraiment un joueur qui sent vraiment bien le rugby, qui est vraiment très fort là-dedans. Il est encadré par le jeune joueur et presque anonyme, c'est quand même dingue de le dire aujourd'hui, Thierry Dussautoir, et aussi par l'indispensable Serge Betsen. Ouais, à l'époque, quand Laporte il fait une compo d'équipe, il met Serge Betsen, et après il voit comment il doit faire, selon l'adversaire, selon les formes, selon tout ça. Mais il met d'abord Serge Betsen, c'est l'homme par qui tout commence. On notera la présence des impact players Dimitri Zarzeski et Sébastien Chabal sur le banc des remplaçants. Pour ce match, c'est la France qui donnera le coup d'envoi. Une petite remarque sur les maillots. Du fait du sponsoring, on va se retrouver dans cette situation assez improbable, assez ubuesque, où les All Blacks ne joueront pas en noir et où les Bleus ne seront pas tout bleus. Ouais. Le AK. Alors celui-ci est célébrissime, il a fait le tour du monde, le Tour de France dans tous les sens. Voilà, pour le plaisir des yeux, on vous le remet. Plus qu'un moment de sport, un moment de télévision. Le match sera arbitré par l'anglais Wayne Barnes. Chaque fois qu'on le voit depuis, les commentateurs ne manquent pas de nous rappeler ce fait. Et maintenant, passons au match lui-même. Ouais, j'ai mis Kaerdid, voilà, parce que c'est au Pays de Galles, j'ai mis en gallois, voilà. Je vous emmerde, je fais ce que je veux. On va vous parler du match événement par événement, inutile de tout vous signaler, il y a des tas de choses qui ne nous intéressent pas, on va parler que des événements importants. À la 5e minute, le sécateur Serge Betsen, qui passe pour être l'un des tout meilleurs plaqueurs du monde, se fait sécher après ce contact contre Joe Rokosoko, l'ailier néo-zélandais Joe Rokosoko, d'origine fidjienne, qui évolue à Bayonne, maintenant à l'aviron bayonnais. Donc c'est pas forcément très clair, apparemment c'est peut-être plutôt le genou d'un partenaire, peut-être Fabien Pelouse, qui le blesse gravement. En fait, après ce choc initial, il semble qu'il soit heurté par le genou d'un partenaire, peut-être Fabien Pelouse. Bien que coutumier du fait, il déclarera avoir eu plus de 200 points de suture au visage au cours de sa carrière. Il sortira sur KO et sera remplacé par le grand, l'immense, l'inénarrable Imanol Harry Nordoki. Là, ça se complique. Touche française, c'est contré par Al Williams. Keller fait jouer Dan Carter. Carter transmet à Luke McAllister qui trouve l'intervalle. Il franchit, il peut jouer autour de lui. Il passe dans sa chute à Byron Keller qui est repris. Il y a donc regroupement au sol. C'est Jerry Collins, le troisième ligne, qui va assurer la continuité du jeu, mais il est gêné par Thierry Dussautoir. Il y a donc avantage en cours. Le ballon rebondit sur Sivi Vatu. Sivi Vatu transmet à Soyalo. Soyalo qui passe pour Ali Williams. Et hop, Ali Williams aplati. Mais comme il passe en touche, l'essai sera invalidé. Et bah celle-là, elle est pas passée loin. Nous sommes dans la continuité de l'action précédente, c'est vraiment juste après. Boxis trouve la touche, mais laisse l'opportunité aux All Blacks de contre-attaquer. McDonald glisse. C'est Byron Keller, le demi-mêlée, qui va assurer la continuité du jeu après cette phase au sol. Le ballon rebondit jusqu'à Dan Carter, qui joue main-main, hop, avec Luke McAllister. Encore lui, sérieux? Il s'enfonce dans la défense. Il n'a plus qu'à passer parfaitement à Jerry Collins, qui lui redonne la balle ensuite, et hop, il aplatit. Essai. Propre, net, sans bavure. Avec la transformation et 2 pénalités réussies par Daniel Carter, plus une pénalité réussie en faveur de la France par Lionel Boxis, on en est à 13-3 à la mi-temps. Une mi-temps d'abord plutôt tactique avec un round d'observation d'environ un petit quart d'heure, mais ensuite le jeu de mouvement des All Blacks a pris le dessus sur les Français.
Au début de la deuxième mi-temps, les Bleus sont à l'attaque dans les 22 mètres néo-zélandais. Mais Luke McAllister va se rendre coupable d'une obstruction sur Yannick Josion après un coup de pied à suivre de Lionel Boxis. Le sachiez-tu? Au football américain, ce geste est parfaitement légal. C'est la double peine. Carton jaune pour Luke McAllister qui va laisser reposer 10 minutes sur le banc et 3 points ajoutés par Lionel Boxis. « 54e minute. Profitant de sa supériorité numérique, le 15 de France est à l'attaque. Il est à noter que le Parisien Dimitri Zarzinski et le Mancunien, à défaut d'un autre mot, Sébastien Chabal sont entrés. Ouais, en fait, Sale, c'est juste à côté de Manchester, en fait. Voilà, c'est à côté. Donc, je sais pas comment on dit, les habitants de Sale, donc voilà. Tant pis pour eux. L'action française balaye le terrain. Yannick Josion passe à Dimitri Zarzinski, nouvellement rentré, qui fonce tout droit et libère son ballon pour Jean-Baptiste Elissalde, qui aperçoit tout de suite un surnombre à sa droite. Il passe à Yannick Josion, qui transmet à Claire et passe tout de suite à Thierry Sautoir, qui rentre sa course et va aplatir dans l'embut. Une action parfaitement menée, on voit ici parfaitement Elissalde qui a vu le surnombre. Les transmissions sont fluides, c'est la Toulouse Connection. Et Thierry Sautoir va en terre promise. L'essai sera transformé par Lionel Boxis, la France égalise. Tout est à refaire, les gars. Après une assez longue action, Rodney Soyalo va marquer en force. Il va profiter pour cela du bon travail de ses avants et de plusieurs plaquages manqués par les défenseurs français. Cet essai, qui n'est pas vraiment conforme à l'esprit All Black, sera validé après vidéo arbitrage de M. Barnes. Les Néo-Zélandais reprennent 5 points d'avance, l'essai n'étant pas transformé. C'est alors l'instant charnière du match. Après un en avant néo-zélandais suite à un plaquage de Dimitri Zarzinski, la mêlée française tourne bien. Damien Traille joue parfaitement le coup et passe les bras pour Frédéric Michalak, nouvellement rentré. Michalak cherche le soutien et le trouve avec cette passe de basket pour Yannick Josion. Et le platane n'a plus qu'à aplatir. Sur ces images, vous pouvez voir la passe de Damien Traille et la course folle de Frédéric Michalak qui évite même le défenseur néo-zélandais et joue parfaitement dans la défense avec sa fameuse passe pour Yannick Josion, le 3/4 centre du stade toulousain. Cet essai sera transformé par Jean-Baptiste Elissalde, le demi-mêlée du 15 de France. La France passe donc devant pour la première fois du match, 18-20. C'est pas pour la ramener, mais il n'y aurait pas comme un genre d'en avant sur l'essai de Yannick Josion. Hein? L'arbitre n'a rien dit, mais on peut éventuellement avoir un doute en regardant les images. Josion qui plonge en terre promise, super un trail qui est allé, il n'y a pas en avant. Ouais, on l'a pas vu. Oui, bon, il n'y a pas non plus, hein, bon, hein, ça va, je crois que, hein, on est d'accord pour dire que, hein, bon, hein, ça va quoi, ça va, ça va. Pendant les 10 minutes qu'il reste dans cette rencontre, les All Blacks attaqueront sans succès, attendant une pénalité qui ne viendra jamais, ne tentant pas le drop, ou alors très tardivement comme Luke McAllister qui sera bien mal placé à ce moment-là pour la tenter, et ça ratera du coup. Le reste. Avec Or maintenant. Ouais, il est là le ballon. Elissalde, c'est fini. Il faut aller jouer en touche, Jean-Baptiste. C'est ce qu'il fait. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Néo-Zélandais critiqueront Monsieur Barnes pour sa gestion sujette à caution des avantages, la règle des avantages, ainsi que pour un possible en avant lors de l'essai de Yannick Josion. Pourquoi ce résultat? Ce résultat s'explique déjà par la défense française, qui était entraînée à l'époque par David Ellis, un Anglais qui nous vient du rugby à 13, qui entraînait la défense de l'équipe de France sous Bernard Laporte et qui a continué son travail à l'époque de Marc Évremont. Une défense disciplinée, qui n'a été peu de fois franchie, a concédé très peu de pénalités, offrant du fait beaucoup moins d'opportunités de marquer des points. On a eu également des Néo-Zélandais peu inspirés, qui trouvaient peu de solutions
Et un manque de réussite aussi de Daniel Carter, voilà, qui n'était pas forcément dans un très bon jour. Habituellement, c'est un joueur exceptionnel, il a été un joueur normal, voire moyen, voire pas très bon. Voilà, c'est possible. Également 2 éclairs, voilà, le French Fair n'était pas totalement mort, en tout cas pas ce soir-là. 2 éclairs, voilà, 2 essais, 2 éclairs, quasiment le génie, qui permettent à la France de virer en tête et de remporter la victoire. Alors, en ce qui concerne les conséquences immédiates, eh bien, les Néo-Zélandais, ils s'en vont, ils rentrent en Nouvelle-Zélande. Au revoir. Où cela va susciter quand même des controverses. C'est la première fois qu'ils débarquent en quart de finale. Ça pose quand même des soucis. Voilà, le rugby à 13, le rugby league comme on dit là-bas, prend des parts de marché. Le football, le fameux soccer, prend de la place, de plus en plus de place également. Il faut savoir qu'il y a plus de licenciés en football, en soccer, qu'en rugby en Nouvelle-Zélande. Mais genre presque 10 fois plus, quoi. Ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment le football qu'on joue en Europe, hein, le même, il est très pratiqué en Nouvelle-Zélande. Et donc on a craint que ça fasse une mauvaise publicité pour le rugby à 15, qui est quand même l'emblème de ce pays. Pour la France, c'est une demi-finale à jouer contre l'équipe d'Angleterre, tenante du titre, qui s'est imposée sans marquer d'essai, 10-12 contre les Wallabies à Marseille, au Stade Vélodrome de Marseille. Mais l'aventure des Bleus va s'arrêter là. Un essai de Josh Lucet dans les toutes premières minutes du match, consécutif à un coup de pied à suivre de Gomarsal. Voilà, il y a un mauvais rebond qui trompe Damien Traille, il y a essai. Voilà, 5 points, un essai pas transformé. Mais la France va courir après le score pendant tout le match. Et au final, il y a 5 points d'écart en faveur de l'Angleterre. Et la France sort de sa Coupe du Monde. Petitement, en plus, va perdre contre l'Argentine la semaine suivante en match pour la 3e place, va se faire éclater. Donc bon, tout ça est à oublier. Il reste que ce mondial sera plutôt une réussite, voilà, avec les bénévoles, les volontaires, commercialement également, ce sera une réussite, touristiquement, ce sera une réussite. Par contre, on s'apercevra quelques années plus tard que la FFR, la Fédération Française de Rugby, n'a pas payé correctement la TVA qu'elle a perçue pendant cette Coupe du Monde, et donc ça va entraîner des petits problèmes, y compris la mise sous hypothèque du Centre National de Rugby à l'INAS Marcoussis. C'est quand même un peu ballot tout ça. Et ça voudrait s'offrir un grand stade. Pour ce qui est des conséquences à long terme, Bernard Laporte quitte le poste de sélectionneur national qu'il occupait depuis l'an 2000. Son bilan en Coupe du Monde, voilà, 2 Coupes du Monde jouées et 2 4e places. Voilà. Marc Livremont le remplace au poste de sélectionneur. Un choix assez surprenant de la part des chefs de la fédération française, ce qui ne manqua pas de susciter beaucoup de réactions à l'époque. Graham Henry va rester coach principal de la formation néo-zélandaise jusqu'à la Coupe du Monde 2011 qu'il remportera avec les All Blacks enfin. Mais ceci est une autre histoire. Finalement, on peut dire quand même que cette victoire restera sans lendemain et n'aura que très peu de conséquences sur le rugby français en général. Et voilà, on espère que ça vous a plu et on vous laisse avec un que sont-ils devenus, voilà, que sont devenus les principaux acteurs de ce match, voilà. À bientôt, goodbye. Ouais, salut.